Comment envisager la dimension temporelle et rythmique des processus d'émancipation? C'est ce que j'aimerais maintenant évoquer un petit peu avec vous. Donc, ce que j'ai cherché à faire dans le livre, c'est à m'émanciper quelque part du concept de temps pour penser la question des temporalités. Le concept de temps, il est extrêmement lourd à porter, difficile à aborder, parce que c'est un concept qui a amené à tellement de production intellectuelle qu'il est impossible naturellement d'avoir une maîtrise sans le fragmenter, sans le diviser, sans le compartimenter. Et c'est le point de départ en fait de ma réflexion dans l'ouvrage, c'est d'observer qu'aujourd'hui le temps est mutilé, pour reprendre le mot de Morin. La complexité du temps est mutilée aujourd'hui dans les sciences humaines parce que la manière dont on pense le temps est divisée entre ceux qui l'aborderont de manière philosophique, ceux qui l'aborderont en physique, ceux qui l'aborderont en biologie, en sciences sociales, en psychologie ou dans les arts. Donc le temps, la manière dont on pense le temps est fragmentée, compartimentée, et c'est problématique parce que ça nous empêche de penser la complexité des phénomènes temporels qui sont constitutifs de notre existence. Donc, pour essayer de ne pas tomber dans le piège de la mutilation, puisque pour moi l'enjeu d'une pensée critique sur le temps, c'est d'essayer d'en penser justement cette complexité, au sens où Morin entend le terme de complexité, une pensée de la reliance, la capacité à mettre en lien des aspects hétérogènes, complémentaires, contradictoires, antagonistes, qu'on peut rattacher à un phénomène donné. Donc ce que j'ai cherché à faire dans mon travail, c'est privilégier une approche qu'on appellera pluraliste du temps. J'ai été très inspiré notamment par les écrits d'un historien, philosophe de l'histoire, Christopher Pomian, qui a écrit un très bel ouvrage qui s'appelle L'ordre du temps, où il interroge les présupposés à partir duquel le temps est pensé par les historiens, et qui définit, enfin qui propose finalement une définition, une conception du temps qui permet d'entretenir une approche pluraliste, c'est-à-dire une reconnaissance du fait que le temps en soi n'existe pas. Ce qui existe, ce sont différentes formes de temporalité qui renvoient à des changements, ou plutôt des relations entre changements qui dénotent une certaine forme de régularité. Ça, c'est la conception qu'il propose, qui me semble extrêmement puissante, simple et efficace. Lorsque, pour l'illustrer très brièvement, lorsque je regarde ma montre, ce que je fais, c'est que je compare des changements qui se passent sur le cadran, que ce soit analogique ou digital, avec des changements qui se passent dans l'environnement physique, et notamment la course du soleil dans le ciel. Donc je mets en lien des changements sur cet objet avec des changements dans l'environnement, et de cette mise en lien ressort une forme de temporalité, qui est une temporalité qu'on pourrait dire cosmologique, qui renvoie à la course à la rotation de la Terre sur son axe et éventuellement à la course de la Terre autour du Soleil. Si je prends ce même artefact et que je pose mes doigts sur mes veines, je prends mon pouls, ce que je fais, c'est que je mets en rapport deux changements, le changement de la trotteuse, de l'aiguille des secondes, avec le changement de la pression qui bat le pouls dans mes vaisseaux. Et ça me donne accès à une autre forme de temporalité, une temporalité physiologique, qui est celle des rythmes cardiaques. Donc, dès qu'on peut mettre en rapport deux formes de changement qui dénotent une certaine forme de régularité, on identifie potentiellement une forme de temporalité. Ce qui est intéressant dans cette définition, c'est qu'elle renvoie à des changements qui dénotent une forme de régularité, et dès lors, ça c'est mon mot, une forme de rythmicité. Le temps en soi n'existe pas. Ce à quoi on a accès, ce sont des phénomènes rythmiques dont l'expérience renvoie à des temporalités et dès lors à quelque chose qui est de l'ordre du temps, comme une abstraction. Les rythmes, ça peut être des rythmes physiologiques, ça peut être des rythmes physiques, le rythme des saisons, ça peut être des rythmes sociaux,
On parlait du carnaval tout à l'heure avec l'un de vous. Le carnaval, c'est un des premiers phénomènes, si je me trompe, sur lesquels Durkheim s'est penché pour penser les temporalités sociales, puisque le carnaval, c'est ce qui rythmait, disons, de manière très significative la vie de la cité au Moyen-Âge. Donc une temporalité sociale. Alors, donc, pourquoi je dis tout ça? Je suis parti d'éviter le piège d'une conception du temps abstraite ou unitaire pour privilégier une conception des temporalités plurielles. Pourquoi? Parce que dès qu'on envisage les temporalités au pluriel, on comprend qu'elles peuvent être aussi conflictuelles les unes avec les autres. Là, on retombe sur la question des rapports de force, des rapports de pouvoir, des rapports de domination, et donc aussi de la question de l'autonomie et de la dépendance. Lorsque je fais un burn-out, ce qui se passe, c'est que je vis un clash entre deux temporalités, la temporalité sociale du travail, du monde du travail, qui s'est imposée à mon fonctionnement et qui a pris le dessus sur d'autres rythmes, qui sont les rythmes de mon organisme, les rythmes de ma psyché, etc. Donc on est sans cesse à négocier des rapports de force, des rapports de tension, de contrainte entre des rythmes. Et l'intérêt de la notion de rythme, c'est qu'elle permet aussi de penser ces rapports de tension à partir de l'expérience. Donc, elle ouvre sur la pluralité des expériences de changement, sur leur complexité. Quand on fait référence à des rythmes, on fait référence à des phénomènes qui sont à la fois stables et instables, réguliers et irréguliers, continus et discontinus. Donc, de nouveau, ça ouvre sur une manière de penser les temporalités qui me semble propice pour penser l'émancipation. Vous vous rappelez qu'au départ, enfin, j'espère que vous vous rappelez, au début de ma présentation, je suis parti sur certaines des contradictions qui caractérisent une éducation émancipatrice. Ces contradictions, elles n'apparaissent comme paradoxales que tant qu'elles sont considérées de manière abstraite. Si on les inscrit dans la durée, si on les inscrit dans une rythmicité, elles se résolvent. C'est-à-dire si on pense le lien entre dépendance et indépendance, entre différence de statut, expert, non expert, entre confiance et méfiance. Dans un processus de formation, ce sont des états qui s'alternent. Donc du coup, on peut penser, non pas simplement comme des contradictions logiques qui font que c'est problématique, mais plutôt comme quelque chose qui fait partie d'un mouvement, d'un processus, qui a une certaine fluidité. Deuxième aspect intéressant, à mon avis, du recours à une approche rythmique, on tend souvent, ça c'est un biais en sciences humaines et sociales, à prendre comme unité d'analyse le sujet en tant que personne individuelle, ou le groupe en tant que collectif abstrait, et à les considérer de manière, on pourrait dire, à partir de leur essence, on pourrait dire. Ce qui pose beaucoup de questions lorsqu'on s'intéresse à la manière dont ils évoluent, dont ils se développent. Une approche rythmique, elle nous amènera plutôt à s'intéresser aux interactions, aux interrelations. L'objet de la transformation n'est plus forcément seulement le sujet en tant qu'atome, on pourrait dire, le collectif, mais dans la relation qu'on entretient à l'autre ou aux autres. Un exemple pour moi qui a été très révélateur, c'est la naissance de mes enfants. On peut dire que le nouveau-né n'a quasiment aucune autonomie par rapport à l'adulte qui en prend soin. J'aurais envie de dire qu'en tant qu'adulte, je n'ai aucune autonomie par rapport à mes enfants. C'est-à-dire que si je les laisse et qu'il leur arrive quelque chose, je serai condamné, je finirai en prison. Littéralement, je perdrai ma liberté. Donc, on est inscrit dans un rapport d'autonomie et de dépendance dès notre naissance. Après, il peut devenir symbolique. Au début, il est réellement inscrit dans la relation physique. Et donc, ce que j'essaye de dire ici, c'est que le rythme est intéressant quand il permet de penser la manière dont on s'inscrit dans des relations, dans des rapports, notamment des rapports d'autonomie et de dépendance. Et donc de concevoir
processus d'autonomisation comme un processus rythmé qui alterne entre des états de liberté et des états de contrainte et de dépendance. Donc l'idée de rythme, le concept de rythme met l'accent sur la dimension fluide. Littéralement, rythme, ça vient de rhythmos, du grec rhythmos, une forme en mouvement, qui caractérise à la fois la visée d'un processus d'émancipation entre autonomie et dépendance et la nature des dynamiques d'émancipation qui sont à la fois stables, dans le sens où elles renvoient à des êtres humains qui ont une certaine consistance évidemment, mais aussi à des relations qui sont beaucoup plus fluides et instables. C'est là où de nouveau je pense que le concept de rythme est intéressant. Alors, pour finir sur quelque chose peut-être de plus actionnable pour la conversation qu'on va avoir tout à l'heure, qu'est-ce que ça veut dire finalement de penser l'émancipation comme un processus rythmique? L'idée, c'est pas juste de remplacer temps, temporalité par rythme, mais c'est de voir comment conceptuellement et théoriquement ça peut nous aider à penser des phénomènes. Et ça, c'était vraiment la dernière partie du livre pour moi, où je me suis appuyé notamment sur le récit de vie d'une participante à l'un de mes séminaires. Dès qu'on s'intéresse à la question du rythme, il est intéressant justement de la mettre en forme. Moi, je me suis beaucoup appuyé sur la pensée d'un philosophe contemporain qui s'appelle Pierre Sauvanet, qui a travaillé notamment à partir de l'esthétique, qui a fait sa thèse il y a une quinzaine d'années, un peu plus, une vingtaine d'années, en s'intéressant à toutes les théories rythmiques qu'on trouve, notamment en philosophie, mais pas seulement. Parce que le problème, c'est que la notion de rythme, on la retrouve un peu à toutes les sauces, et souvent dans des faisant référence à des choses très hétérogènes, parfois sur le plan métaphorique, parfois un petit peu plus consistant sur le plan théorique. Et donc lui s'est intéressé dans son travail et développé des critères pour définir des phénomènes rythmiques. Et donc pour moi, c'était intéressant de faire recours à son travail parce que ça m'a donné en fait un langage pour essayer de conceptualiser les rythmes de l'émancipation. Ce que je vais faire, c'est que je vais juste voir avec vous ces trois critères qu'il propose. Alors, lui part de cette peinture de Paul Klee. Pour Sauvanet, il y a trois critères à retenir pour penser les phénomènes rythmiques. Le premier, il l'appelle la structure. Il évoque aussi la notion de pattern, que je trouve en l'occurrence qui me parle plus, disons, par rapport au phénomène que j'ai cherché à décrire. C'est que quand il y a phénomène rythmique, il y a en général une structure, un pattern, une organisation, un schème, un script, éventuellement des rituels, ça peut être aussi dans l'activité, qui rendent compte d'une certaine forme d'organisation spatiale ou temporelle. Et dans cette peinture-là, on voit bien que le pattern, c'est la reproduction d'une alternance entre trois teintes, noir, gris, blanc, dans des formes qui sont plutôt carrées, qui se reproduisent. Donc on voit les premiers carrés en haut sont noir, gris, blanc, de nouveau noir, gris, blanc, etc. Donc il y a un pattern qui est une alternance de couleurs. Il y a, c'est le deuxième critère, une périodicité, parce qu'il y a répétition de ce pattern. Quand il y a périodicité, ça suppose qu'il y a une fréquence. On peut compter le nombre de fois que ce pattern se répète sur cette peinture. Et puis il y a un troisième critère que Sauvanet appelle le mouvement, pour faire référence à la dimension irrégulière, discontinue, qu'on retrouve dans les phénomènes rythmiques à travers l'émergence d'événements, d'accidents, de choses ponctuelles qui viennent désorganiser la répétition d'un pattern. Et là, on voit clairement que déjà les formes ne sont pas régulières, puisque les lignes sont un peu hésitantes, que la taille de ces carrés évolue, que les teintes ne sont pas les mêmes. Le pattern lui-même, à un moment, est interrompu, la succession noir, gris, blanche change. Donc il y a aussi une discontinuité, des irrégularités. Ce que j'ai essayé de faire dans ma réflexion autour de l'émancipation sur la base de l'analyse d'un récit, c'est de montrer qu'on peut essayer de penser l'émancipation comme quelque chose qui s'organise autour de certains patterns qui se répètent à travers un mouvement qui est le mouvement biographique. Alors de nouveau, comme le mot d'émancipation, on ne l'emploie pas tellement au quotidien,
moi, le terme sur lequel je me suis penché, c'est celui de transgression. Et je me suis intéressé parce que c'est un terme qui me touche et dont j'ai observé dans ma pratique qu'il est en général assez parlant, qui permet d'évoquer, éveiller certaines expériences. Donc le postulat ici, ça a été que si l'émancipation est un processus temporel qui s'inscrit dans des rythmes, et si les rythmes renvoient à certains patterns, parmi ces patterns, on peut trouver celui de la transgression. Comment est-ce qu'on apprend à transgresser? Mon fils de 2 ans et demi sait parfaitement. Ma petite fille de 5 ans est encore plus experte que lui. Ils ont appris très tôt. On pourrait dire que vraiment dès les premiers jours de la vie, la transgression apparaît. Le moment où l'enfant refuse, par exemple, parce qu'il est rassasié, qu'on lui donne le sein, c'est une manière déjà de transgresser l'attente que peut avoir le parent de le nourrir. Après, naturellement, ça ressort, ce qui a été mis en évidence à travers le non, hein, le pouvoir de ce que Jacques Ardouineau appelait la négatricité, cette capacité de dire non, qui vient très tôt chez les enfants, qui parfois reste très prégnante chez certains adultes. Donc on apprend très tôt dans sa vie à transgresser les attentes, à transgresser les limites, les contraintes qui nous sont imposées. Et en fonction naturellement de l'environnement dans lequel on évolue, ça peut être renforcé ou inhibé. Donc, moi ce que j'essaie de faire en travaillant sur ce récit de vie de cette personne que j'ai appelée Ruth, c'est de montrer que sa vie, on peut voir son mouvement d'autonomisation, son mouvement d'émancipation. Je ne vais pas rentrer ici dans le détail parce que je n'aurai pas le temps de donner trop d'exemples, mais s'inscrit dans le développement de certaines stratégies de transgression, dont pour une part elle a hérité de ses parents, sans que c'est été réellement conscient. Pour donner un exemple concret, donc c'est une jeune, bon, je force un petit peu de rentrer dans le concret pour l'illustrer, mais c'est une jeune femme qui avait la trentaine quand j'ai travaillé avec elle, qui a grandi, qui est une mère d'origine américaine, qui est d'origine italienne, un père italien, qui a grandi dans un petit village reculé des Alpes italiennes. Son père était boucher, sa mère travaillait comme caissière dans la boucherie de son père. Et en fait, un milieu extrêmement enfermant sa mère qui a grandi aux États-Unis dans une conception extrêmement traditionnelle de la famille, avec des rôles de genre attribués très puissants, des contraintes familiales très fortes. Donc un sentiment enfermement géographique lié aussi à la situation du village, enfermement culturel par le fait qu'elle n'avait pas accès réellement à une vie culturelle riche durant son enfance. Et donc, conflit entre les parents, à un moment donné, sa mère part, fait une espèce de fugue, elle emmène sa fille avec elle aux États-Unis. Donc très tôt dans sa vie, il y a un mouvement qui s'est constitué un pattern plutôt, d'aller-retour entre l'Italie et les États-Unis. Éventuellement, sa mère rentre en Italie sous l'influence du père, mais très tôt dans sa vie, cette femme a appris quelque chose de ce va-et-vient entre son village italien et puis sa famille, les grands-parents américains. Plus tard dans sa vie, ce pattern, elle le remobilisera pour s'extraire de situations dans lesquelles elle s'est sentie enfermée, soit sur le plan émotionnel avec son conjoint, soit sur le plan familial, de nouveau pour s'extraire. Donc là, on parle d'une transgression qui est plus une transgression, je dirais, géographique, littérale, hein, de voyager à travers les frontières, mais c'est naturellement une transgression qui répondait à un enfermement émotionnel et social très puissant. Une autre forme, une autre manière qu'elle a d'apprendre la transgression, ça a été très vite à l'école, quand son père, qui parlait un dialecte italien, refusait qu'elle parle italien à l'école, puisque c'était la langue nationale imposée, mais il voulait qu'elle parle le dialecte. Et donc elle a eu très tôt dans sa vie des problèmes liés à l'acquisition du langage, parce qu'elle évoluait dans un milieu où son père parlait dialecte, l'école valorisait la langue nationale, et sa mère parlait un italien approximatif avec un accent anglais qu'elle ne parlait d'ailleurs pas complètement parfaitement non plus.
Donc des problèmes langagiers qui l'ont fait très tôt se sentir enfermée, parce qu'on a cru qu'elle avait des problèmes cognitifs, dans sa manière d'apprendre, qui l'ont stigmatisée très vite et qui l'ont enfermée, qui ont été une source d'aliénation puissante. Le paradoxe, c'est que sa vie a été un mouvement d'appropriation de ces contraintes-là. Enfin, ce n'est pas le paradoxe, c'est la beauté de son parcours. C'est que sa vie a été, son parcours d'émancipation est passé par des patterns de réappropriation de ces contraintes-là. Et la défiance qu'elle a vue chez son père très tôt, qui l'a aliénée quelque part, enfin, qui était une des sources de son aliénation, a été aussi une ressource pour elle, pour s'affranchir des limites, des contraintes qu'elle vivait dans sa vie de tous les jours, ce qui lui a permis en fait assez tôt dans sa vie d'aller étudier en dehors de son village, après de faire un Erasmus en Allemagne, et éventuellement d'arriver aux États-Unis, dans une université prestigieuse, à étudier la linguistique, et donc à se réapproprier ces problèmes de langage en étant en mesure de les rationaliser, de les intellectualiser. Donc, pour revenir sur la question, donc, pour moi un beau parcours d'émancipation qui repose sur certains patterns. Ici, j'ai pris la notion de transgression pour les illustrer, c'est-à-dire que sa vie, en fait, s'est construite autour de la répétition d'expériences de transgression grâce auxquelles elle a construit son autonomie, qui se sont répétées, donc il y a périodicité, à travers un mouvement, qui est le mouvement biographique. Et le mouvement biographique renvoie à la dimension naturellement singulière, particulière, unique d'un parcours accidenté, fait d'événements qui ne sont jamais les mêmes. Donc voilà, 3 notions, 3 critères pour penser la rythmicité et donc la temporalité d'un processus d'émancipation. Alors je terminerai avec quelques éléments pour ouvrir peut-être la discussion, en espérant que ça suscite quelques réflexions. L'émancipation renvoie à certains moments de l'existence. Donc là je fais référence un peu au concept de moment chez Lefebvre, qui renvoie à une certaine forme d'expérience qui se construit à travers sa répétition. On pourrait dire qu'il y a un moment de l'émancipation, tout comme il y aura un moment de l'aliénation. Ou bien on pourrait dire, c'est un petit peu la posture que j'ai aujourd'hui, qui n'est pas forcément celle que j'avais à l'époque du livre, que certains moments de notre existence, ça peut être le moment de l'amour, le moment du travail, le moment des études, le moment de l'art, sont des moments qui peuvent prendre une coloration émancipatrice ou aliénante en fonction des rythmes dans lesquels ils nous inscrivent. Donc quels sont les moments de l'existence qui sont vécus comme émancipateurs? Quels sont les moments de l'existence qui sont vécus comme aliénants? Et sur le plan temporel, comment rendre compte de leur temporalité, de leur rythme, c'est-à-dire des patterns, des répétitions, des périodicités, et puis aussi naturellement du mouvement, des irrégularités, des événements, des épreuves qui y participent. Comment est-ce que ces aspects de l'expérience caractérisent la manière dont on évolue en tant que personne ou dont la manière dont un groupe ou un collectif évolue au fil du temps? De la même manière, on pourrait dire si l'émancipation s'inscrit dans un processus qui a une temporalité, dans certains rythmes, elle peut être entravée par certains rythmes, par d'autres temporalités qui seraient conflictuelles, antagonistes. Donc quels sont les rythmes qui favorisent l'émancipation et quels sont ceux qui l'entravent? Je donnais tout à l'heure l'exemple des rythmes organisationnels de l'université qui rendent difficile pour moi aujourd'hui, dans le contexte nord-américain, de faire un travail qui fasse sens à partir de l'expérience biographique. C'est parce qu'il y a une tension entre des rythmes qui se veulent émancipants, les rythmes de l'activité dialogique qu'on peut avoir et critique, et des rythmes qui sont ceux de l'organisation qui s'y opposent, pas forcément en raison d'une velléité particulière, mais simplement en raison des contraintes qui existent. Et puis, dernière question qui est un petit peu là où mon livre m'a amené, c'est est-ce qu'on peut concevoir une théorie du développement qui repose sur la particularité, sur l'idiosyncrasie des rythmes d'émancipation du sujet? Moi, en ayant été formé en psychologie à Genève, j'ai beaucoup eu accès à la pensée piagétienne, qui est une pensée du développement,
pendant l'enfance, mais qui a été reprise aussi pour penser le développement à l'âge adulte. Je me méfie personnellement des théories développementales parce que je pense qu'elles nous enferment dans une certaine forme de normativité. Et du coup, je pense qu'il y a, dans le recours à une approche rythmique du développement, des ressources pour penser ce qui nous particularise, ce qui nous singularise, ce qui fait le caractère unique de la manière dont on se développe et des temporalités qui sont constitutives de notre évolution. Mais ça pose, et pour moi c'est les questions aujourd'hui, des questions méthodologiques, comment est-ce qu'on a accès à ça? Pour moi, il y a un biais qui est assez fort quand on a recours aux mises en récit, au récit biographique, qui est celui de mettre en évidence plutôt les épreuves, donc les discontinuités de l'existence. Lorsqu'on s'intéresse au rythme, ça suppose de s'intéresser à la quotidienneté, aux choses qui se répètent. Typiquement, les choses qui se répètent, c'est des choses qu'on ne met pas réellement dans les récits de vie parce qu'elles sont banales, parce qu'elles semblent évidentes, parce qu'une fois qu'elles ont été nommées, on n'a pas besoin d'y revenir. Et donc je pense qu'il y a un enjeu méthodologique à penser aussi, ce qui est de l'ordre de la répétition, ce qui est de l'ordre de la quotidienneté. Et là, naturellement, les sociologues se sont déjà penchés là-dessus, mais je pense que dans le champ de la formation et de l'apprentissage tout au long de la vie, il y a quelque chose peut-être à penser de l'articulation entre une vision sur la durée longue du biographique, du mouvement, et puis une approche centrée sur la quotidienneté, les durées courtes, ou ce qui est de l'ordre plutôt de la répétition. Ça peut être aussi inscrit dans une durée longue, mais quelque chose qui est de l'ordre de la répétition, de la périodicité. Voilà, je vais m'arrêter là. Merci beaucoup pour votre attention.